Bienvenue à tous. Est-ce le grand début de l'IA au Maroc après des annonces de création de centres de recherche par des sociétés privées ces derniers mois? Le public se met en marche. La première école d'intelligence artificielle d'Afrique va ouvrir ses portes dans quelques jours au Maroc. L'école Euromed d'ingénierie numérique et d'intelligence artificielle. Elle va voir le jour au sein de l'université Euromed de Fès. Des volontés d'investissement de la part du ministère de l'Éducation nationale ont été manifestées également. Alors à quoi s'attendre? Pourquoi le Maroc ne peut échapper à la vague de l'intelligence artificielle? Que peut-il y gagner? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et économique, président du conseil d'administration de Hitch Maroc. Frédéric Michel Chevalier également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. CEO légal e-Services Maroc. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la reconnaissance faciale ou de Big Brother. Va-t-elle arriver chez nous après la Chine? Plusieurs pays commencent à manifester de l'intérêt. En France ou aux États-Unis, des établissements peuvent désormais tout savoir sur leurs étudiants, l'heure à laquelle ils arrivent, quand est-ce qu'ils repartent, comment ils agissent en cours. Megvii, la start-up chinoise à l'origine de ce projet de reconnaissance faciale, vient d'ailleurs de déposer des documents pour son introduction à la bourse de Hong Kong. Est-ce le grand début de l'intelligence artificielle au Maroc, Frédéric Michel Chevalier? Le grand début, j'en sais rien. En tout cas, un début, une volonté qui a été manifestée au printemps dernier avec un investissement de 50 millions de dirhams et des appels à projets qui ont été lancés. Et puis quelque chose qui marquera en tout cas les esprits et montrera la voie avec l'ouverture de cette école dans les prochains jours à Fès. Est-ce que ça suffit ? Alors, c'est la grande question. Vous savez, si je prends la France, qui avait mis beaucoup plus, j'ai plus le montant exact en tête, mais on avait dit que c'était assez peu. 50 millions de dirhams, c'est spectaculaire, mais finalement, on a un budget de R&D au Maroc qui est de 14 milliards de dirhams, donc ça relativise tout de suite. Budget de R&D qui est en retard, puisque dans la vision stratégique de la réforme 2015-2030, il devait représenter très rapidement 1% et là il était à 0,8 oui. Et avec un objectif de 1,5 en 2025 et 2% en 2030. D'ailleurs, faut aussi remarquer, parce qu'on a souvent tendance, notamment sur tous les sujets du digital, à un peu tout attendre de l'État. Je pense qu'il faudrait, pour que ce soit le grand début de l'intelligence artificielle au Maroc, que le secteur privé se mobilise. Je rappelle que le secteur privé au Maroc représente simplement 22% des investissements de R&D et le reste c'est l'État. Hicham Hamadi, c'est vrai qu'on a vu des annonces de création de centres de recherche par des sociétés privées ces derniers mois sur l'intelligence artificielle. C'est bien, mais ça reste peu suffisant. Il faudrait qu'elles s'engagent davantage, notamment dans le secteur éducatif. Enfin, c'est sûr que c'est pas suffisant parce que si on regarde une map mondiale de ce qui se passe sur la création de la technologie, c'est que la première commande et les donneurs d'ordre, ça vient de l'État. Aux États-Unis, ça vient de l'État. Au niveau de la Chine, c'est l'État aussi. Si on n'a pas de commande, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est que, en termes d'application et d'utilisation de l'intelligence artificielle, on a vu des pays aller sur l'utilisation au niveau de la justice, l'utilisation au niveau de la mobilité, l'utilisation au niveau de l'éducation. Donc, si l'État ne s'engage pas à l'implémenter, à mettre ces applications au niveau opérationnel, ça ne sert à rien. Donc le donneur d'ordre de 50 millions de dirhams, d'abord, c'est une enveloppe très très faible, à mon sens, c'est pas suffisant. Il faudrait combien pour bien démarrer selon vous? Il faudrait des fonds d'investissement. Il faudrait aller dans le sens où il y a du capital risque. Parce que c'est pas le fait de mettre un budget de recherche qui permettra ça permettra à des chercheurs de se dire, on a un financement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui opèrent dans le domaine. Et des entreprises, il faut du capital risque. Il faut qu'il y ait des fonds d'investissement. Il faut qu'on injecte énormément d'argent. Et là, on parle de quelques milliards de dirhams. Pour bien commencer, il faut 1 ou 2 milliards, en se disant, tiens, on va investir dans des entreprises qui vont mettre des applications. Enfin, il y a qu'à regarder nos bouchons, il y a qu'à regarder la circulation au niveau de Casa. Si on met des caméras partout au niveau des boulevards et des rues et qu'on connecte ça à une intelligence artificielle, ça évitera qu'un agent de la sûreté manipule d'une manière manuelle les feux, et ça fera qu'on aura une meilleure circulation. Donc c'est au niveau des applications. Et au niveau potentiel, mais est-ce que l'argent ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes peut-être fiscaux ou d'autres mécanismes de soutien à mettre en place de la part de l'État pour des entreprises privées, pour des startups? Pour accompagner une entreprise, il suffit pas de leur dire ne payez pas de TVA ou ne payez pas d'impôts. Il faut de l'argent frais.
croire qu'en mettant simplement des lois qui vont faire en sorte à ce que l'État n'engrange pas des revenus, non. Il faut du soutien direct, il faut de la commande. En gros, c'est soit il y a un capital risqueur qui va mettre de l'argent dans cette entreprise qui va permettre de faire de la recherche, d'implémenter des algorithmes, ou bien qu'il y ait en face des organismes qui vont se dire, bah tiens, on a besoin d'une commande de temps, on a un bon de commande d'un montant de temps et ça vous permettra d'aller plus loin. Donc, il faut que l'État se dise, bah, je donne le temps. Bah, il y a qu'à prendre les procédures chez nous, la digitalisation des procédures, et puis après mettre une intelligence artificielle pour la gestion, je ne sais pas, des files d'attente. Il y a des choses à faire et l'État devrait être le premier qui donne l'exemple. Si on va pas dans ce sens, ça restera simplement, on va dire, de la communication et on se dira, bah, le Maroc a mis le premier pas pour l'intelligence artificielle sans aucun réel résultat. Donc, pour l'instant, ce dossier de l'intelligence artificielle, du côté de l'État, on l'a ouvert, mais on l'a ouvert avec une toute petite porte, Frédéric Chevalier. On l'a ouvert pour se donner bonne conscience. Je crois qu'on en a pas forcément pris la mesure. C'est dans l'air du temps. On sait que le pétrole du 21e siècle, ce sera la data et qu'il va falloir traiter ces data. Mais il y a des opportunités très fortes. Alors, je rejoins Hicham, il y a l'investissement dans la R&D, mais c'est pas tout. Effectivement, il faut que derrière il y ait des applications et des commandes. Et si on veut que des entreprises puissent se développer, la réduction fiscale, si on fait pas de chiffre d'affaires ou de bénéfices, ça sert à rien. Donc, et puis les délais de recherche sont longs, c'est-à-dire que quand on est dans la technologie, je suis bien placé pour le savoir, on peut mettre 2 ans, 3 ans à sortir quelque chose, pendant lesquels la réduction d'impôts n'apportera pas grand-chose. La commande, et ça, les Américains sont très forts depuis toujours. Les États-Unis qui vantent une économie ultralibérale sont en réalité une économie très dirigiste. Je prends par exemple dans les années 90, les États-Unis s'étaient pas intéressés à la télévision haute définition. Simplement parce que ils contrôlaient, il leur restait 10% du marché des téléviseurs aux États-Unis sur une société qui s'appelait Zenith, qui était une marque américaine. Le reste, c'était 50% grosso modo pour les Européens entre Philips et Thomson. Et le reste, c'était les Japonais. Puis un jour, ils se sont aperçus, quand ils ont mis en place leur nouveau chasseur, qu'ils construisaient en partenariat avec les Japonais, qu'ils n'avaient pas la capacité à développer des radars haute définition. Et donc là, il fallait laisser ça aux Japonais, c'était absolument pas possible. Donc, par des subventions du Pentagone, sur ce projet de technologie utile à la défense, ils ont subventionné, y compris les groupes européens concurrents, qui étaient déjà subventionnés par l'Europe, pour développer la télévision haute définition. Et le résultat des courses, ni la norme japonaise ni la norme européenne se sont imposées, et c'est finalement la norme qu'on connaît maintenant, qui est une norme numérique américaine. Donc l'État, au Maroc, il y a la DGI. C'est vrai qu'ils sont en train de mettre des choses à base de big data. Je pense que c'est en grande partie acheté à l'étranger. La sécurité, l'intelligence artificielle permet d'améliorer la sécurité des aéroports, y compris dans les rues. Ces caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, si on veut être plus politiquement correct, on sait très bien qu'elles servent éventuellement à identifier un agresseur, mais en aucun cas à prévenir quelque chose, parce qu'un opérateur ne peut pas regarder 150 écrans en permanence à chaque seconde et analyser. Donc ça, c'est des domaines où l'État pourrait activer la commande publique. Les banques peuvent améliorer la distribution du crédit en accordant des crédits plus rapidement, de manière plus sûre, donc réduire le risque en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'assurance où il y a énormément de fraude, l'intelligence artificielle permet notamment de détecter les fraudes. Si je prends les opérateurs télécoms, on a vu que ailleurs dans le monde, des opérateurs télécoms ont réduit de 30% leur investissement pour déterminer la couverture du réseau en utilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on pourrait avoir une meilleure couverture du réseau, et je pense notamment en dehors de l'axe Casa, Rabat, qui est très très bien couvert, et de quelques grandes villes du Maroc. On pourrait essayer d'optimiser la couverture et l'accès au très haut débit, qui permettrait d'ailleurs d'accélérer la digitalisation, en optimisant le déploiement des antennes par de l'intelligence artificielle. Je pourrais continuer, malheureusement on n'a pas le temps, mais je pourrais vous donner encore des centaines d'exemples qui correspondent à des besoins immédiats du Maroc et qui pourraient susciter de l'investissement en tant que donneur d'ordre, tantôt de la part de l'État, tantôt d'entreprises privées. Donc on a beaucoup à y gagner, y compris dans le secteur de l'agriculture. Hicham Hamadi, on a un brassage de données assez incroyable aujourd'hui, mais qui n'est pas fait par une intelligence artificielle. On a un brassage de données, on a de l'argent.
Il y a un plan dans lequel il y a énormément d'argent. D'ailleurs, un plan qui est en négociation. Là, on parle du plan Maroc Vert 2. Enfin, je parle du premier où il y avait un fonds sur lequel il y avait un vrai débat politique qui le gère, qui signe, qui fait quoi. Donc, il y a de l'argent frais, il y a du cash, et puis après, il y a des données qu'on peut utiliser pour ne serait-ce qu'optimiser l'utilisation de l'eau. On sait qu'on est sous pression hydrique depuis un certain moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paperasse, mais il n'y a pas assez de digitalisation et de brassage de données, justement. La première étape pour aller vers l'intelligence artificielle, c'est la digitalisation et la numérisation. Parce que pour traiter des données, il va falloir absorber ces flux d'une manière assez simple pour pouvoir en faire quelque chose. Donc il y a l'agriculture, il y a un élément simple. Enfin, on vient de dépasser la période de l'Aïd et on sait quel est le problème d'alimentation des GAB. Enfin, je pense qu'une application assez simple, c'est de faire en sorte à ce que les guichets soient alimentés. Et ça, on peut le faire. Bon, les applications existent. Ce qu'il faut, c'est de se dire, est-ce qu'on va faire confiance à cette intelligence artificielle ou au niveau de l'automatisation? Il n'y a qu'à voir au niveau de nos boulevards, quand il y a des bouchons, l'agent de la sûreté passe au manuel parce qu'il n'a pas confiance et parce qu'il se base sur sa perception qui est très proche et puis après il va gérer en fonction de cela, il crée encore des bouchons. Et c'est généralement dramatique, il gère très mal. Exactement, il gère très mal, il gère avec ce qu'il voit, il gère avec ses éléments ses capacités, alors qu'il ne sent pas en mettant des caméras partout, en faisant en sorte à ce qu'il y a un automatisme qui gère tout cela, ça permettra de le gérer. Donc l'idée c'est de se dire, c'est bien de mettre 50 millions de dirhams pour pouvoir aller dans la recherche et développement. C'est bien qu'il y ait au niveau de l'éducation une frange, on va dire, d'intelligence artificielle. Par contre, ce qu'il faut, et surtout, il faut une vraie commande publique, il faut qu'il y ait une vraie, on va dire, politique de soutien de cette technologie. Et puis après, d'y croire et de se dire, tiens, on va mettre des appels d'offres, on va mettre de l'argent frais, on va pousser les entreprises parce que l'entrepreneur, il va suivre les opportunités. Et la technologie suit les opportunités. Et on parle beaucoup aussi de fuite des cerveaux. Comment retenir peut-être des jeunes désireux de partir à l'étranger parce qu'ils seront mieux payés? C'est avoir un vrai projet structurel d'intelligence artificielle. Un vrai projet innovant qui est, on va dire, dans l'air du temps et puis après qui demande une vraie compétence, sachant que faut pas se priver en se disant parce que la réalité est qu'on n'est pas producteur de technologie. Donc il faut pas se priver en se disant il faut des partenariats, il faut des triangulaires avec des entreprises au niveau de l'international ou au niveau des donneurs d'ordre, ne serait-ce en Europe ou aux États-Unis ou en Inde. C'est l'open innovation fait que on doit utiliser les ressources partout dans le monde et que pour aller plus loin dans ce sens et dans l'amélioration des algorithmes, il va falloir s'ouvrir sur autre chose. Donc oui, l'ouverture est bien, attirer les ressources c'est encore meilleur, mais surtout la commande publique, j'insiste sur cela parce que pour moi c'est la clé de voûte. Pour pouvoir devenir un jour créateur de technologie, il va falloir que au niveau local, on croit en cette technologie, on l'utilise. L'exemple de la DGI qui utilise des systèmes, on va dire, à échelle internationale est flagrant. Frédéric Michel Chevalier, donc on va avoir 100 étudiants qui viennent d'avoir leur bac, qui vont faire leur entrée dans cette école Euromed d'ingénierie numérique et d'intelligence artificielle. C'est un bon départ, mais il faudrait multiplier ce genre d'école et puis ensuite de l'avenir pour ces étudiants. Il y a des filières aussi ailleurs au Maroc, je pense notamment à Marrakech où on forme aussi des étudiants là-dessus, même si c'est pas une école totalement dédiée. Moi, je voudrais insister sur la notion d'opportunité pour l'Afrique. Il y a aujourd'hui dans le monde une pénurie énorme de compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on sait qu'il existe un génie marocain qui est pas souvent assez valorisé, qu'on peut former et développer. Donc, il y a une opportunité très forte dans un secteur qui va avoir une croissance exponentielle pour que le Maroc soit un fournisseur. Donc, quand on parle, alors il y a l'offshoring, j'allais dire des centres d'appel, des choses comme ça. Il y a sur l'industrie, mais sur l'intelligence artificielle, il y a une opportunité économique énorme de rentrée de devises pour le Maroc. Et puis, effectivement, c'est l'occasion de garder des cerveaux. Et la dernière chose, parce qu'on peut relier ça aussi du contexte de la politique marocaine en Afrique, il y a un besoin énorme en Afrique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de diriger des voitures autonomes ou des choses comme ça sont pensés pour l'Occident. Ils ne répondent pas aux nécessités, au comportement africain. Donc, le Maroc est troisième en investissement de recherche derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais le Maroc pourrait prendre le lead sur le continent africain, donc créer des emplois,
rentrer des devises en travaillant, en comblant des besoins qu'il peut y avoir ailleurs dans le monde, et prendre le lead où il y a un besoin énorme. Si c'est pas le Maroc, ce sera un autre pays qui le fera. La suite des Décodeurs Atlantiques. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Frédéric Michel Chevalier, CEO légal e-Services Maroc. Rebonjour. Rebonjour. Hicham Hamadi également avec nous ce matin. Rebonjour. Toujours là. Analyste politique et économique, président du conseil d'administration de Hitch Maroc. On parle donc d'intelligence artificielle. Est-ce le grand début de l'IA au Maroc? C'est le début, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure en première partie. On a donc rappelé cet investissement pour des appels à projets de l'ordre de 50 millions de dirhams de la part du ministère de l'Éducation nationale. On a cette première école d'intelligence artificielle entièrement dédiée donc à l'IA qui va ouvrir ses portes dans quelques jours au Maroc, l'école Euromed d'ingénierie numérique et de l'intelligence artificielle. Faut-il aller plus loin? Hicham Hamadi, on parle d'un nouveau modèle de développement qui va être élaboré par une commission qui sera prochainement mise en place. Pour l'instant, on a parlé de tout, sauf de cette 4e révolution industrielle qui se dessine et qui est pourtant irrémédiable. C'est pour moi la seule sortie ou notre seul salut, parce que cela ne demande pas énormément d'investissement, ça demande de la matière grise, de la jeunesse, et puis après une vision et une ambition. Donc ça ne demande pas grand-chose. Et à mon sens, on doit prendre ce chemin et on doit le prendre par le bon bout. Il va falloir que on lâche de l'argent, on accepte qu'il y ait des erreurs et on accepte qu'il y ait des échecs. Au niveau des fonds d'investissement, il va falloir que les gens se disent c'est pas un crédit, c'est pas une facilité de caisse, c'est de l'investissement, c'est du capital risque, et il y a des pépites, il y a des gens qui ont des neurones, il y a des startups qui ont une vraie ambition. Il va falloir les accompagner. Dans ce nouveau modèle de développement, est-ce qu'il faut que l'IA soit marquée noir sur blanc comme un plan d'étape finalement essentiel, important de ce nouveau modèle? C'est pas un plan d'étape, c'est là où va le monde. Le monde entier est en train d'investir. Enfin, les États-Unis, l'Europe, tout le monde est en train les grandes nations sont en train d'investir sur ce modèle et sont en train de l'implémenter. Il y a des pays qui ont aujourd'hui une partie de leur justice jusqu'à un plafond de contravention est gérée par de l'intelligence artificielle. La Chine est en train d'aller d'une manière accélérée vers ce sens. Il faut pas oublier que la vraie course actuellement pour être hégémonique et pour avoir la mainmise au niveau mondial, on a vu Huawei qui est en train de prendre les télécoms et l'IA et la 5G, enfin à travers la 5G, et puis après l'IA qui permettra de prédire les comportements, de faire en sorte à ce qu'on puisse ne plus dématérialiser un certain nombre de choses. On a vu les applications pour les applications bancaires à travers de la reconnaissance faciale, les applications de sécurité. Il y a beaucoup d'applications, comme disait notre ami Frédéric, qu'on peut, on va dire, adapter au niveau de notre modèle, au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas les mêmes marchés, ce n'est pas la même structuration, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Et il va falloir qu'on soit créatif pour qu'on puisse implémenter notre propre modèle. Ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Michel Chevalier, c'est que le Maroc peut prendre le lead sur l'intelligence artificielle en Afrique, peut être finalement celui qui va éclairer, ramener une intelligence artificielle 100% africaine, made in Afrique? Oui, parce que le Maroc a des atouts humains. N'oublions pas, en parler d'exode des cerveaux, que le Maroc produit des ingénieurs informatiques et se fait copieusement saigner par les pays étrangers. Finalement, l'intelligence artificielle, ça nécessite pas beaucoup d'investissement matériel. C'est-à-dire l'équipement informatique, même les supercalculateurs sont disponibles. C'est de la programmation, donc c'est de la ressource humaine. Donc il faut travailler d'une part au niveau des écoles ou des universités informatiques. Il faut susciter la création de start-up qui peuvent effectivement travailler là-dessus. Et puis alors qu'une entreprise internationale ou une GAFA va penser dans une logique très occidentalisée, mondiale, ou dans une logique chinoise, se dire, tiens, il y a une justification pour le faire, plutôt que de se retrouver dans quelques années à faire le même débat que celui qu'on a régulièrement sur la domination des GAFA. Il y a l'opportunité avec l'intelligence artificielle de rebattre les cartes et de remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que c'est une opportunité énorme pour l'Afrique. Moi, je déplore deux choses. On a certains spécialistes qui disent qu'il faut sauter le pas. Au lieu de passer directement par l'industrie, allons directement par
Mais bien sûr, sur l'intelligence artificielle. Quand on parle de modèle de développement au Maroc, on reste sur des vieilles recettes. L'industrie, parce qu'on a des exemples de filières, notamment dans l'aéronautique ou l'automobile, qui ont bien fonctionné. Le tourisme, alors qu'on voit que les objectifs sont pas atteints et qu'on a des problèmes d'image qui commencent à se développer du Maroc à l'étranger, qui vont pas améliorer les choses. Donc on reste sur d'anciennes recettes. Et si on veut parler de l'avenir d'un pays, a fortiori d'un continent, faut regarder les recettes du futur, celles qui vont marcher dans les prochaines années. Et quitte à perdre en compétitivité pendant un certain moment. Mais on perdra pas en compétitivité parce que les choses peuvent être assez rapides, parce que les sommes en jeu, les débouchés, aussi bien sur l'Afrique mais aussi et sur l'Europe. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de se faire drainer les cerveaux marocains dans des entreprises européennes, il vaudrait mieux que les entreprises marocaines vendent de la technologie, exportent de la technologie. Le modèle de développement du Maroc doit absolument, et c'est dommage, on n'entend jamais dans le débat, faire du Maroc une puissance technologique à l'échelle continentale et internationale. La proximité avec l'Espagne, avec la France, enfin tout le bassin Euromède permet de développer les coopérations dans ce sens. C'est vraiment dommage. C'est pareil, on a ce débat sur la transformation digitale, mais très honnêtement, je vais peut-être heurter certains auditeurs, mais il est à pleurer. C'est-à-dire qu'on est encore en train de se poser des questions qui sont réglées depuis 10 ans dans d'autres pays. Le problème, c'est pas de faire du marketing digital, c'est pas d'organiser un sommet une fois par an où on parle de sujets complètement dépassés, c'est pas de se demander comment on va mieux vendre de la pub digitale à un consommateur dont il faudrait d'abord faire augmenter le pouvoir d'achat. Non, on est sur des faux sujets. Par contre, là, on a une chance, c'est de repartir à zéro, c'est à peu près à égalité avec tout le monde, et d'avoir de l'excellence. Et pour moi, le modèle de développement marocain doit penser à ça. Bon, c'est maintenant ou jamais, finalement, Hicham Hamadi. Ce nouveau modèle de développement, c'est hier ou jamais. Pour 10 ans, 15 ans. C'est hier ou jamais, ça a déjà commencé. On est déjà en retard. Il faut juste accélérer. Il faut juste accélérer parce que... Si on rate le coche du nouveau modèle de développement, pendant 10 ans, 15 ans, ça va être cuit, non ? Ça va être cuit pour une génération encore de plus. En fait, on a une chance formidable qu'on accède au même niveau technologique que le CEO de Google ou que le CEO de Facebook. On accède aux mêmes outils de développement. Tout le monde a accès à ces outils de développement. Il suffit de les utiliser, il suffit de les exploiter. Et j'aime bien l'idée de Frédéric de faire en sorte à ce que le Maroc devienne une vraie plateforme qui sert l'Afrique. Aujourd'hui, quand on achète un service à Google, à Facebook, la plateforme, elle est aux États-Unis, elle est ailleurs. Et on l'achète d'ici, complètement dématérialisé. Donc ça échappe à tout le monde. Ni douane, ni TVA, ni un certain nombre de choses. Donc, et il va falloir qu'on aille sur ce modèle de rupture. Et pour y aller, il n'y a que les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, parce qu'elle permettrait de résoudre des vrais sujets. Et quand on parle de mobilité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet au niveau des pays en voie de développement. Il n'y a qu'à voir nos bus, il n'y a qu'à voir les difficultés qu'a la mairie de Casa de gérer la mobilité au niveau urbain. Il n'y a qu'à voir la mobilité au niveau des taxis, et puis après, il n'y a qu'à voir les bouchons. Si vous allez à Lagos ou à Accra, les mêmes sujets se répètent. Vous avez des bouchons interminables, vous avez des feux qui ne marchent pas, vous avez des agents d'autorité qui manipulent d'une manière manuelle. Et donc, ces outils permettraient de résoudre ça. Si on parle de pénurie de cash, c'est la même chose. La veille de l'Eid, tout le monde se rue sur les gars pour retirer de l'argent. Et il suffisait de mettre un automatisme qui permettrait de prédire là où... c'est des choses assez simples. On n'est même pas dans l'intelligence artificielle, on est simplement dans le début. Et ça, c'est des applications qui vont rendre la vie des Marocains plus simple. Et c'est là où, une boutade d'un auditeur qui disait que artificiel, on l'a, intelligence, on le cherche encore. Il faut qu'on travaille en bonne intelligence et qu'on se dise quelles sont les applications les plus simples qu'on puisse implémenter, sur lesquelles il y a de la commande, il y a du bon de commande de l'État, qui va faire en sorte de créer des opportunités pour les entreprises, et les entreprises vont y investir et y aller. Frédéric Michel Chevalier, pour conclure. Oui, mais justement, si on parle de formation, alors là, je vais encore me faire des amis ce matin, mais je crois qu'il y a un énorme effort de formation des élites. Au Maroc, c'est vrai d'ailleurs dans d'autres pays, mais des élites, aussi bien les élites politiques que les élites économiques, pour comprendre cet enjeu. Pendant que les gouvernements de l'OCDE, la France en tête, et même quelque part au Maroc, on a eu le débat ici, songent à taxer les GAFA parce que justement ils dénoncent la situation que Hicham vient de décrire. Eh bien, pensons plutôt au coup d'après. Parce que le bras de fer entre les États et les GAFA, il est perdu d'avance. Et dernier point en 3 secondes, il y a
a au Maroc une volonté très forte de développer la Smart City, des investissements qui sont faits, de la communication. Je vois pas comment on va faire de la Smart City sans intelligence artificielle. Alors on va faire quoi? On va l'importer, alors qu'on a les moyens de la produire. Allez, dans un instant, on va rester dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. On va parler de reconnaissance faciale. Va-t-elle arriver chez nous? Puisqu'après la Chine, plusieurs pays commencent à manifester de l'intérêt. En France et aux États-Unis, des établissements scolaires ont commencé à mettre en pratique ce système de reconnaissance faciale. On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Hicham Hamadi, un coup de gueule, un coup de cœur ce jeudi? Un coup de cœur. J'ai hésité entre un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de cœur. En parallèle avec la fuite des cerveaux qu'on observe, il y a des gens que j'ai identifiés qui ont décidé de rentrer, une petite partie, pas une grande, c'est pas la majorité, mais en tout cas, je leur tire chapeau, je les remercie d'y croire et de venir participer au développement au niveau marocain et qui ont de l'expertise sur des domaines technologiques et qui peuvent apporter énormément de bien à notre pays. Frédéric Michel Chevalier, un coup de gueule, un coup de cœur? Là, je vais rejoindre Hicham. En préparant l'émission, j'ai découvert le professeur Hajar Moussanif, qui est professeur à l'université de Marrakech, notamment spécialiste et chercheuse en intelligence artificielle. Elle a déjà à son actif 2 brevets déposé, un troisième en cours de finalisation. Alors pour vous donner rapidement des idées, elle a mis au point un smartphone émotionnellement intelligent. C'est une invention 100% marocaine. Elle a mis au point une chaise qui, avec l'intelligence artificielle, permet à l'enseignant de mesurer l'assimilation du cours par les étudiants. Encore, ces 2 idées, la première était, issue de son expérience personnelle, parce qu'elle avait fait un baby blues après son accouchement, puis elle s'était aperçue que le smartphone ne servait plus à rien. Mais c'est 2 idées purement marocaines qui ont été conduites à bien, au point d'avoir des brevets qui sont déposés. Et il faut savoir que ce professeur, on nous l'envie, puisque le MIT a essayé de la débaucher, et chapeau, et ça rejoint ce que vient de dire Hicham, elle a choisi de rester au Maroc pour continuer à faire avancer ce secteur. Big Brother, bientôt chez nous. En tout cas, la reconnaissance faciale a de beaux jours devant elle. Il y a donc cette start-up chinoise Mekvi qui va entrer en bourse très prochainement. Les documents pour son introduction à la bourse de Hong Kong ont bel et bien été déposés. On a des inquiétudes du côté de la start-up chinoise. On essaye de rassurer, on en parlera. Mais c'est vrai que la Chine, si elle a innové dans ce sens-là et qu'elle a largement développé la reconnaissance faciale, aujourd'hui commence à voir la reconnaissance faciale se mondialiser, puisqu'aux États-Unis et en France également, Hicham Hamadi, on commence à tester ce genre d'application. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on peut en faire, mais qui offre différentes opportunités. Bien sûr, et c'est ce qu'on disait, c'est que l'intelligence artificielle est pour hier, c'est que les gens ont investi, ont trouvé des solutions et ont trouvé des applications, ils sont en train de les appliquer et les implémenter. Quand on voit la possibilité de reconnaître un visage et de faire en sorte à ce que ce soit la clé d'accéder à l'ensemble des services et que ça soit utilisé de manière sécuritaire ou autre, ça démontre que le sens de la marche, ça démontre que les gens vont y aller et ça va être la prochaine révolution. Donc en France ou aux États-Unis, par exemple, il y a des établissements où on peut voir à quelle heure arrivent les étudiants, quand est-ce qu'ils repartent, comment ils se comportent, comment ils agissent en cours. Est-ce que c'est finalement si bien que ça, Frédéric Michel Chevalier? Ça pose aussi des questions éthiques. Je sais pas où on place l'éthique. On a aussi des problèmes de décrochage, des problèmes de sécurité avec des jeunes qui sèchent les cours. Et puis un enfant ou un adolescent est mineur, il est sous la responsabilité de ses parents. Et avoir un système, puisque ce qui est critiqué, c'est que les parents reçoivent un SMS pour dire que le gamin ne s'est pas présenté à l'école. Je pense que c'est une certaine responsabilisation. Après, derrière la reconnaissance faciale, il y a de l'intelligence artificielle, on vient d'en parler en premier sujet, et donc il y a de la donnée. Et la vraie problématique, c'est d'avoir un cadre éthique sur la donnée. C'est probablement l'objectif que cherchait l'Union européenne avec le fameux RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles. Et puis ça dépend de qui va les utiliser. Donc comment on les stocke, comment on les croise,
qui les utilise. Voilà. Si vous utilisez la reconnaissance faciale, ça existe déjà. Votre Samsung peut s'ouvrir avec la reconnaissance faciale. Vous n'avez pas forcément envie également, que les annonceurs, vous n'avez pas, non, sur l'Apple, sur l'iPhone on l'a pas encore, mais vous avez pas envie que les annonceurs en déduisent des choses et vous vendent, parce que ce serait de la sursollicitation. Et puis on parle de la Chine, c'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de démocratie. Une démocratie dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs, où il y a des instances de régulation qui ont le pouvoir à la fois sur les opérateurs et même éventuellement des pouvoirs pour interdire à l'État ou au gouvernement de faire certaines choses. On est dans un contexte qui est un contexte de progrès. Maintenant, vous prenez un régime autoritaire, et Dieu seul sait s'il y en a dans le monde, et on voit la poussée du populisme. Et vous imaginez des dispositifs de reconnaissance faciale mis entre les mains d'un Bolsonaro ou d'autres. Je vais pas faire la liste des dictateurs du monde mais en tout cas, ça peut conduire à de la répression, politique. L'histoire de la Chine qui va prendre la répression préventive. Voilà, et préventive. Tiens, en parlant de répression préventive, il y a un projet qui traîne dans les cartons en Europe et qui à mon avis pour l'instant est en stand-by, qui était d'utiliser les caméras de vidéoprotection pour détecter les comportements suspects. Le problème, c'est que vous sortez de chez vous marchez un peu, tout à coup vous apercevez que vous avez oublié, je sais pas, vos clés, vous faites demi-tour, entre-temps vous les trouvez dans la poche et vous refaites demi-tour, vous avez fait 2 demi-tours, donc c'est quelqu'un de suspect. Donc là effectivement c'est liberticide. Donc avec des dictatures, c'est 1984 puissance 1000. Avec des algorithmes mal pensés, on va arriver probablement à des dérapages et des abus. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'à Roissy, quand je viens à Casa, je passe la frontière avec la reconnaissance faciale. Je suis bien content. Déjà, la paraphe avec l'empreinte, c'était sympa. Ça va encore plus vite. Air France et d'autres compagnies aériennes ont annoncé qu'ils allaient remplacer la carte d'embarquement par la reconnaissance faciale. Si on peut passer la frontière, après tout, pourquoi pas monter dans l'avion comme ça ? Donc tout dépend du régime politique dans lequel on est finalement. On voit également aux États-Unis des garde-fous plutôt. Qu'il y a un système de prévention pour tout ce qui est armes à feu, notamment dans les établissements scolaires, dans certains établissements scolaires. En Chine, on a mis en place, en parallèle de cette reconnaissance faciale, un système de notation également. Hicham Abadi qui brasse l'ensemble des données des Chinois et qui parfois peuvent leur interdire d'accéder à des trains ou à des transports en commun. C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'utilisation de la technologie. C'est comme si, l'invention du couteau, il fallait pas parce qu'il y aurait des gens qui vont utiliser le couteau comme étant une arme. Donc non, le sens de la marche est que cette technologie va se développer, va être utilisée, va être généralisée, va être utilisée partout. La circulation, la banque, l'assurance, l'accès aux trains, l'accès aux avions, elle va être utilisée. La vraie question, c'est qui aura la main sur cela. On se rappelle que Facebook avait proposé de faire une sorte de commission, on va dire intergouvernementale, par laquelle ils vont régler l'accès aux données, et puis après ils vont réglementer l'agrégation des bases de données, parce que le sujet était de se dire plusieurs sources qui seront agrégées et ça en fait une grande base de données, et c'est là où on doit se positionner, c'est là où on doit être créateur de technologie pour qu'on puisse apporter notre mot et puis avoir la main sur cela. La seule solution, c'est pas les lois, parce que les lois seront dépassées. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec tout le monde. Les blockchains sont en train de casser tout ce qu'on a connu au niveau de la logistique, au niveau de la douane. Ça va arriver indéniablement. La vraie question, c'est maîtriser ces technologies. À mon sens, c'est là le salut. Ce n'est pas légiférer, ce n'est pas se dire tiens, on va réglementer cela, parce qu'on sait tous que si on veut pas respecter la loi, on veut pas. Uber est partout illégale, elle respecte pas la loi, et pourtant elle est là, elle est cotée en bourse. Il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui mettent les moyens. Le sujet, c'est de se dire, il faut qu'on y soit, il faut que notre jeunesse l'utilise, il faut que nos entreprises puissent être créateurs et puissent maîtriser ces technologies. Donc, et on revient au premier sujet, c'est la vraie vision du Maroc de demain et notre ambition par rapport à notre leadership au niveau de la région. Mais des garde-fous tout de même par rapport à ce type de technologie, c'est important d'en mettre. Quand on voit en Chine la dérive que certains dénoncent, de dictatoriale au niveau numérique, quand on voit l'interdiction... C'est pas une
dérive, c'est la doctrine C'est du la Parti doctrine, communiste exactement. chinois. Il y a eu une ouverture économique, il n'y a pas eu d'ouverture politique. Et le côté, la note sociale, c'est quoi? Ça revient avec les personnes qui étaient dissidentes du parti, qu'il fallait punir. Sauf que c'est puissance 10 en termes de moyens. Mais la Chine, d'un point de vue politique, n'est pas une démocratie. Exact. Et ça, malheureusement, on peut pas prédire. Regardez la montée des nationalismes et du populisme. On ne peut pas prédire ce que seront les gouvernements demain. Pour autant, est-ce qu'il faut se priver d'une technologie? Il y a eu les mêmes réactions quand on a commencé à voir les documents, avant même les biométriques, les documents d'identité informatique. Parce que c'est vrai que sous la Seconde Guerre mondiale, par exemple, en France, la résistance, il y avait eu des cartes d'identité électronique, aurait eu beaucoup plus de mal à s'organiser. Mais je pense que c'est vraiment une question de garde-fou. Vous savez, Landry, qu'en Chine, quand vous allez au supermarché, vous pouvez payer par reconnaissance faciale. Donc c'est-à-dire que le paiement mobile par smartphone, qui n'est pas encore arrivé au Maroc, on a le sans contact, il est déjà révolu. Exact. Mais les garde-fous n'ont de sens que si on a les moyens de les appliquer. Si demain vous dites que c'est un sens interdit et que vous n'appliquez pas la loi, c'est pas un sens interdit. Si vous avez les moyens de l'appliquer, c'est un garde-fou. Donc pour avoir les moyens, il faut maîtriser ces technologies. Parce que même si vous décidez de réglementer que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas le moyen de vérifier, vous n'avez pas le moyen de contrôler, vous n'avez pas le moyen technologique de surveiller, ça sert à rien. Les lois ne serviront à rien. Donc le seul salut, c'est de s'approprier, d'avoir cette technologie, de les maîtriser. Et de ne pas Merci. dépendre de la Chine ou des États-Unis, ce qui renvoie à ce qu'on a vu au premier sujet. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, président du conseil d'administration de Hitch Maroc. À très bientôt. À bientôt. Frédéric Michel Chevalier, à très bientôt également. À très bientôt, merci. CEO Legal e-Services Maroc. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le point sur l'actualité avec Radija Jaber. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.